Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Tiffaine Siré, elle est porte-parole de l'UDB. Alors l'UDB, c'est l'Union démocratique bretonne, je le précise pour nos auditeurs lointains. Elle a fait le chemin pour être avec nous ce matin, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de politique, on va parler de Bretagne évidemment ce matin et on va parler d'une action. Alors on en avait déjà parlé ici à ce micro, une action conduite par l'UDB pour essayer de faire la lumière sur cette histoire de naufrage de Bugaled-Brez, naufrage qui a eu lieu le 15 janvier 2004. L'Union démocratique bretonne a soutenu l'idée de faire éclater cette vérité. Est-ce qu'il y avait des sous-marins sur zone? Est-ce que un jour ou l'autre des documents seront déclassifiés? Alors il y a eu cette lettre écrite au président américain Donald Trump, très occupé actuellement, mais je ne sais pas si vous avez une réponse, vous allez pouvoir nous le dire. Et puis il y a eu cette action conduite auprès du gouvernement français, action qui paie puisque les représentants de l'UDB vont être reçus à Matignon par le Premier ministre. Alors voilà, ça fait une question un peu longue, mais il est urgent de faire la lumière, d'avoir la vérité, le fin mot sur cette disparition de Bugaled-Brez. Alors effectivement, pour rappel du début de l'action, c'est issu de la série que Arte a produit et notamment de la fin de la série qui laisserait sous-entendre que les familles finalement ne veulent plus d'action et sont passées à autre chose, ce qui est faux. Ce qui est complètement faux. On en a encore eu confirmation par l'association qui gère justement les droits des familles. Et c'est à ce titre-là que l'UDB aussi a décidé de faire cette lettre à Trump, qui n'a pas encore de réponse, mais on y travaille encore, ce n'est pas fini de ce côté-là. Et effectivement, d'aller un peu plus loin avec la conférence de presse qu'on avait fait au croisement de Matignon il y a quelques semaines de ça, 2 semaines je crois. Et finalement, nous avons rendez-vous la semaine prochaine, donc lundi, à Matignon. Alors pas avec le Premier ministre directement, mais avec un conseiller justice sur la question. Donc nous avons hâte de voir ce que ce conseiller peut nous dire, parce que nous ne pouvons pas imaginer qu'il nous fasse venir à Paris pour rien. Donc on espère et on est content à l'idée de pouvoir échanger sur ce sujet-là, et notamment avec notre demande principale, qui est la levée du secret défense, puisque tout ce que les enquêtes ont pu montrer, journalistiques et autres, et les témoignages aussi, c'est qu'a priori, c'est pas tel que décrit dans les dossiers. Le débat judiciaire a eu lieu, on ne peut plus le réouvrir, dont on prend acte de ça. Par contre, ce débat politique n'a jamais eu lieu, et donc pour nous, il est important de le remettre au cœur du débat maintenant, parce que c'est important finalement que la vérité éclate, qu'on soit conscients toutes et tous de ce qui s'est passé. Et par eu égard aussi, par respect pour les familles, c'est important que les marins soient réhabilités dans leur honneur aussi, puisque les différents jugements donnaient finalement une erreur humaine liée aux marins, ce qui est faux. Mmh. Donc là, l'idée, c'est aussi que l'État soit transparent sur les documents, et donc c'est ce qu'on attend de notre rencontre lundi prochain. Une forme de responsabilité morale de l'État, justement, pour réparer au moins moralement ce qui s'est passé. Au-delà de la morale, il y a une question de transparence et de responsabilité des États. Pourquoi ? On le voit bien avec toutes les affaires qui tournent en ce moment, que ce soit pour Nestlé, que ce soit pour Betterham, que ce soit... Voilà, il y a plein de choses en ce moment. Et d'ailleurs, le Télégramme titrait hier sur la Polynésie française et les impacts justement du rapport de ce que les parlementaires ont pu trouver et identifier sur la question de l'impact écologique et sanitaire des essais justement nucléaires en Polynésie, où on nous disait que non, il n'y avait pas de problème, c'était des essais totalement propres. On sait très bien que non, donc là aussi il y a des problèmes de transparence au niveau de l'État sur finalement ce type de dossier. Donc là c'est un dossier supplémentaire que nous on met sur la table, mais qui finalement fait suite à d'autres dossiers, et donc pour nous c'est important que l'État soit transparent finalement sur ses décisions. Et c'est ce qu'on demande. Alors, il y a toujours les histoires de secret défense, évidemment, dès qu'on touche un petit peu au domaine militaire. Mais si on peut aller un jour ou l'autre vers une plus grande transparence, et là aussi, ce sera peut-être le travail des députés, des parlementaires, pour essayer d'obtenir un suivi, une transparence dans des affaires. Alors, affaires telles que le Bugaled-Brez avec un accident pour le coup, ou un accrochage, mais aussi sur des dossiers plus sensibles.
C'est important, c'est pour ça qu'on a un développement des commissions parlementaires assez accéléré ces dernières années, il y a beaucoup moins avant, qui montre bien qu'il y a un souci de transparence, mais aussi de maîtrise démocratique des décisions. Et donc c'est important, quel que soit le bord politique pour le coup, que les parlementaires s'en chargent. Au-delà des parlementaires, il y a aussi les partis. Je suis toujours très étonnée de me dire que nous sommes le seul parti sur la question du Buc-Gallet de Bresse qui se bouge autant sur le terrain, qui met justement ce débat au centre de la politique. Et j'estime que c'est aussi de notre responsabilité de parti d'être un maillon de cette chaîne-là de transmission et de pouvoir dire nous portons aussi et nous soutenons les dimensions citoyennes et les demandes citoyennes, et en tant que parti, c'est notre responsabilité de le faire. Donc voilà, faut sortir de l'idéologie, finalement, faut aller vers la citoyenneté. Tout à fait, et moi j'enjoins tous les partis à faire de même, finalement, à ne pas nous laisser seuls sur ce débat-là, ou sur d'autres types de débats par ailleurs, puisque c'est pas le seul sujet. Des sujets de transparence, on en a sur beaucoup d'autres dossiers, dans d'autres régions aussi, et même au niveau national. Donc ça aussi, c'est un appel que nous faisons aux autres partis, de prendre en charge aussi cette dimension-là de responsabilité en tant que corps intermédiaire. Finalement, la démarche doit être transpartisane selon vous, car là, il y va de l'intérêt commun. Tout à fait, elle devrait être transpartisane. C'est pour ça qu'on a un courrier prêt aussi à destination des partis nationaux sur ces questions-là, parce que certes, c'est un sujet breton, mais pas uniquement. La mort de marins, c'est pas que la Bretagne. On peut en trouver partout. Il y a d'autres types d'accidents aussi. D'ailleurs, le Buc-Gallet de Bresse fait écho à un autre accident, celui de la Jonque de Concarneau, quelques décennies avant, avec les mêmes conclusions qui portent à croire que justement, finalement, c'est pas si clair que ça. Donc voilà, on a d'autres types de dossiers, d'autres types d'accidents sur lesquels il faut absolument que les partis s'engagent. Vous aimeriez aussi que les institutions, alors là on pense évidemment à l'armée, à la marine plus précisément, puissent reconnaître leur implication lorsqu'il y a des accidents de ce type ? Bien sûr, une défaillance, ça arrive, une défaillance humaine aussi. C'est important de dire, effectivement, c'est nous, c'est pas nous, ou c'est quelqu'un d'autre, peu importe. Mais l'idée, c'est pas de trouver un coupable, c'est de trouver un responsable. Donc, la responsabilité, elle est au niveau de l'État aussi, de ne pas vouloir déclassifier des documents qui pourraient aider à faire la lumière sur ces affaires-là. Et eu égard aussi à la fois à la transparence, à la vérité, mais aussi au respect des victimes et des familles des victimes, c'est important que l'État prenne ces responsabilités-là. On peut imaginer, alors je sais que l'UDB plaide pour une plus grande décentralisation, pour évidemment une Bretagne fédérale au sein de l'Europe. Est-ce que justement cette décentralisation, ce pouvoir peut-être un peu plus éloigné de Paris que vous appelez de vos voeux, pourrait avoir un poids important dans des affaires comme celle du Buc-Gallet de Bresse, c'est-à-dire peut-être aussi plus de transparence, y compris géographiquement pour le coup ? C'est ce qu'on espère en tout cas dans le projet politique qu'on porte. Par ailleurs, sur le dossier du Buc-Gallet de Bresse, on a déposé un vœu hier qui sera voté, on l'espère, à la prochaine session du Conseil régional. Pourquoi ? Parce que le vœu, quand il est voté à l'unanimité et notamment par la majorité, cela permet de le faire remonter dans les ministères. Donc au-delà de notre action politique en tant que parti, ce qui est important pour nous, c'est que les autres élus puissent prendre la mesure de cette importance-là et appuient aussi, en tant que collectivité territoriale, donc la région, appuie cette demande. Ce qui serait important aussi, c'est que d'autres collectivités le fassent, parce qu'au-delà de la question de la Bretagne, c'est une question citoyenne, comme je vous le disais. Donc ça, pour nous, c'est important, et c'est pas que symbolique. C'est aussi un engagement concret, politique, important, et qui permet aussi de montrer que les élus ne sont pas là que pour voter des budgets, mais bien aussi sur le terrain, sur des actions concrètes. Alors vous avez prononcé le mot budget, aujourd'hui il est sur toutes les lèvres, avec un budget très contraint, un budget de l'État très contraint, des économies à trouver. On a entendu précisément le Premier ministre dire qu'il allait falloir trouver des économies, que les Français allaient devoir participer à l'effort, les Bretons y compris évidemment. Là aussi, sur le budget, il y a des inquiétudes. On pense évidemment à la région Bretagne, on va être un peu chauvin ce matin, mais il y a des inquiétudes pour le fonctionnement de la région, pour finalement arriver à trouver les grands équilibres avec un budget beaucoup plus contraint qu'avant. Alors pour le moment, le budget est plutôt bien circonscrit, il faut reconnaître ça à la majorité du Conseil régional. Pour autant, ça n'empêche pas les inquiétudes, notamment sur les questions culturelles, évidemment, on pourra en reparler. Mais au-delà de ça, ce qui est important de montrer et d'expliquer, c'est qu'il n'y a pas de levier, ou très très peu de levier, de ressources financières, fiscales, pour une région comme la Bretagne. Et comment on fait dans ces cas-là si on n'a plus de fonds ? D'où l'intérêt finalement de décentraliser justement les régions pour qu'elles puissent lever l'impôt de manière
plus strictes et plus régulières aussi sur leur propre territoire. La question de la TVA, par exemple, qui peut être territorialisée, puisque c'est le cas pour certains territoires d'outre-mer. Pourquoi on ne ferait pas une expérimentation comme ça en Bretagne ou dans d'autres régions qui le demandent, de manière à mesurer justement l'impact de ce type de mesures-là? On n'en est pas là, mais pourtant, ce serait important pour les différentes régions, pour leur propre développement et pour assumer aussi leur fonctionnement, puisque Bayrou a beau dire que les collectivités trouent le budget, c'est faux. Le budget des collectivités territoriales, il est minime par rapport à la dette de l'État. Donc, il doit être à l'équilibre. Et il doit être à l'équilibre en plus. Donc dire que ce sont les collectivités territoriales qui trouent vraiment le budget de l'État, c'est faux. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on répartit les types d'impositions. Et on décentralise de manière justement à ce qu'on puisse lever l'impôt correctement dans les régions. D'autant qu'on demande de plus en plus de choses. Quand je dis on, je parle du gouvernement, de l'État, demande de plus en plus de choses, de compétences, que ce soit la région, que ce soit aux collectivités territoriales telles que les EPCI, les communautés d'agglomération de communes, voire même aux communes, sans finalement compenser financièrement. Là, il y a un déséquilibre aussi. Tout à fait. Et ce déséquilibre-là, on le reproche après aux collectivités qui pourtant, et on le rappelle, font des budgets à l'équilibre. Donc c'est très compliqué puisque quand on est une commune, une interco, un département ou une région, quand on voit le type de compétences supplémentaires qu'il y a à gérer, c'est impossible finalement de pouvoir gérer aussi un budget aussi conséquent sans ressources. Donc là encore, c'est un vrai sujet, c'est un vrai bras de fer aussi avec l'État sur ces questions-là. Et il y aura peut-être des choix politiques à faire bientôt justement pour pouvoir faire bouger ces lignes-là. Alors on va en parler des choix politiques. Vous ne partirez pas sans qu'on parle des élections municipales qui vont arriver très vite. Sur ces choix, il y a aussi des demandes. On entend les Bretons, les Bretonnes qui ont une demande sociale aujourd'hui, plus de services publics, particulièrement en Bretagne centrale, plus de santé aussi, la présence de la santé. On le voit avec les luttes actuelles pour conserver les hôpitaux, que ce soit à Carhaix ou que ce soit à Guingamp. Est-ce que là aussi on peut imaginer des compétences régionales et évidemment un budget qui va avec pour organiser un système tel que la santé, tel que les transports, ça se fait déjà au niveau de la région. Est-ce qu'il faut travailler en ce sens? Oui, bien sûr, parce que c'est un sujet majeur, la santé, et la région Bretagne a créé des groupes de travail sur cette question-là, puisque c'est pas sa compétence à proprement parler. Et les réponses de l'ARS, elles sont complexes parce qu'elles sont un peu langue de bois, elles sont très lisses et finalement ne correspondent pas aux besoins des Bretonnes et des Bretons. Donc là aussi, sur cette question-là de politique de santé, oui, ce serait bien de pouvoir régionaliser. Oui, ce serait bien aussi que chaque région puisse, en collaboration les unes avec les autres, par ailleurs, montrer ce qui se fait ailleurs. On a du côté de Marseille, par exemple, des CCAS qui sont à la fois des tiers-lieux qui permettent des accès très intéressants à la population sur leurs propres droits à la santé, par exemple. Il y a des choses comme ça qui sont faites ailleurs, dont on peut s'inspirer aussi pour un meilleur maillage territorial de ces accès à la santé-là. Et dans le bras de fer, puisque la venue, on l'a bien vu, du ministre à Carhaix n'a pas changé grand-chose. J'allais y venir, mais vous anticipez. Voilà, n'a pas changé grand-chose. La demande, enfin, en tout cas, la proposition, elle est ubuesque. Enfin, c'est maintenant dont on a besoin de nos urgences, c'est pas dans 2 ans. Donc, la proposition ne tient pas debout. Donc, la mobilisation doit continuer si on le peut. Et il faut pousser dans ce sens-là parce que les urgences, ça n'attend pas. La santé, ça n'attend pas, c'est maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas avoir de praticiens parce que ils peuvent pas bouger. Les mobilités, c'est compliqué. Donc là, on a un vrai sujet aussi sur où vont les médecins. Ça vous a pas échappé qu'il y a quelques temps, les médecins avaient manifesté avec des slogans plus ou moins discutables, disons, et assez provocateurs. On peut comprendre que 10 ans d'études, 12 ans d'études, ce soit compliqué. Mais c'est un métier tellement important qu'à un moment donné, oui, peut-être qu'il faudra régionaliser les postes et puis mieux maîtriser en région, justement, ce maillage territorial de la santé. Alors, il y a aussi le grand âge aujourd'hui. On sait que la population vieillit, y compris ici en Bretagne. Il faut aussi travailler sur le grand âge, peut-être aussi sur l'intergénérationnel. C'est primordial aussi parce qu'on sait très bien qu'avec les changements climatiques, on va accueillir beaucoup de nouveaux résidents en Bretagne dans les années qui viennent. Donc, il faut anticiper aussi ces nouvelles migrations-là. Et comment on fait si on n'a pas d'infrastructure? Donc là aussi, il faut repenser infrastructure pour tout le monde, que ce soit littoral
et pas que, puisque le littoral, je le rappelle, est déjà surchargé. Donc, il y a aussi de la préservation à faire de ce côté-là. Mais effectivement, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des officines de pharmacie proches. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des praticiens partout. Ça veut dire que pour les mobilités, il faut qu'on ait des systèmes mobilité douce, de bus, par exemple, qui soient optimum un peu partout pour justement aider la population à se développer et puis à se déplacer. Et effectivement, sur le grand âge, oui, il y a un accompagnement à avoir. Ça veut dire qu'il faut développer les métiers du soin, mais aussi revaloriser ces métiers-là qui sont des métiers en tension, qui sont des métiers sous-évalués aussi, très, très féminisés, très, très féminins et donc, de fait, moins bien payés. Donc là aussi, il y a une vraie stratégie à avoir, même en Bretagne. Et donc, oui, ça veut dire que la région, mais pas que, doit réfléchir à ces questions. Alors, en vous entendant, Tiffaine Siré, je faisais la réflexion que finalement, si on rapproche le pouvoir politique des habitants d'un territoire, finalement, ça fonctionnerait mieux que si on éloigne ce pouvoir politique. C'est comme de prendre l'exemple du maire d'une commune ou de la maire d'une commune, hein, qui est le premier ou la première élue qui est en lien avec les habitants. Et donc, quand il y a un souci, c'est le ou la maire qu'on va voir. Donc oui, il y a un besoin de proximité nécessaire pour les besoins quotidiens des habitants. Et donc oui, effectivement, pouvoir décentraliser encore et rapprocher le pouvoir, oui, c'est un enjeu majeur démocratique par ailleurs, puisque plus c'est éloigné, moins on a conscience de ce qui se passe dans les différents territoires. Et la Bretagne, c'est pas l'Alsace, c'est pas le Pays Basque et c'est pas la Catalogne Nord. Et avec tous ces territoires différents et ces besoins différents, c'est important d'avoir un système d'égalité, certes, mais aussi un certain d'équité, en fonction des besoins et des capacités de développement des uns et des autres. Donc le but, c'est pas de privilégier les uns ou les autres, mais d'avoir un système équitable qui permette justement un bon développement pour chacun. Voilà, il ne s'agit pas de mettre les régions, par exemple, en concurrence, parce qu'on a entendu ça aussi dans le discours, en disant, voilà, si demain on décentralise trop, on va avoir des régions qui vont être en concurrence par rapport à d'autres. La question n'est pas la concurrence, mais la complémentarité entre ces régions-là. Il y a déjà des liens qui existent entre la région Bretagne et, par exemple, le département de Loire-Atlantique. On n'a pas attendu d'être réunifiés pour pouvoir y travailler. Et ça, c'est important, par exemple. Ça n'empêche pas de travailler aussi, si on prend un exemple concret, le lin et le chanvre, par exemple, qui est un futur enjeu, même un enjeu déjà majeur pour l'agriculture en Bretagne, de travailler avec la Normandie, qui est déjà bien plus en avance, ou la partie nord de la France, qui est beaucoup plus en avance que la Bretagne sur ces sujets-là. Donc on peut tout à fait avoir des coopérations, du travail collectif, sans rentrer en compétition. Alors, vous avez parlé de la Loire-Atlantique, ça nous amène aussi à la région Pays de la Loire. Vous voyez où je veux en venir, on parle beaucoup de culture en ce moment ici en Bretagne. Il y a eu ces coupes budgétaires en Pays de la Loire qui ont affecté complètement en tout cas pratiquement l'entièreté du monde de la culture, que ce soit du spectacle vivant ou de la création ou même des radios associatives. Allons plaider pour notre chapelle. Ici en Bretagne, le budget a été, en tout cas le budget culture a été conservé, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des menaces sur la culture, alors qu'ils ne sont pas liés pour le coup à des affaires de budget, mais on pense à la COP Braise qui est en liquidation. On l'a appris hier par la presse, 13 salariés qui vont perdre leur emploi. 68 ans que la COP Braise était dans le paysage breton. C'est un signal d'alarme quelque part, cette page qui se tourne. Alors ça fait mal au cœur déjà parce que c'est un enjeu majeur pour beaucoup d'écrivains, d'artistes aussi, parce que en Bretagne, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on manque pas d'outils pour produire. On sait produire et on produit bien, que ce soit des artistes musicaux, audiovisuels, que ce soit aussi en écriture, donc les écrivains. Donc on a ce qu'il faut. Le problème, c'est la diffusion. Et ce plafond de verre qu'on peut avoir parfois pour la diffusion des œuvres, c'est un vrai problème. Et COP Braise permettait ça. Là, de perdre ce maillon de la chaîne, c'est compliqué. Il va falloir repenser peut-être le modèle, mais c'est pas un modèle économique, c'est un modèle aussi de société par rapport à la diffusion des artistes locaux. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme aussi dans l'esprit des gens, des citoyennes et des citoyens, pour qui peut-être la langue et la culture bretonne, c'est quelque chose, c'est bien dans les sondages, mais ça reste accessoire et c'est pas consommé en tant que produit culturel. Et là, il y a un vrai sujet aussi d'éducation à sa propre histoire, à sa propre culture, à la manière dont on la diffuse. Et donc là, l'enjeu, ça va être diffusion. Comment on diffuse finalement au-delà même de la Bretagne. Certains artistes ont réussi de manière isolée, mais il y a vous me pardonnerez l'anglicisme, un soft power à avoir aussi en Bretagne sur ça, puisque quand on regarde par exemple où sont les artistes bretons dans les bacs à disques,
Bon, bah voilà, est-ce qu'ils sont dans rock, les rockers bretons? Non, ils sont dans langue bretonne. Or, c'est une langue. Ça n'empêche pas que la musique reste une musique rock. Voilà, on peut faire du rock en français, en anglais. Et ça pose pas de question. Donc, effectivement, il y a une question de où on place nos artistes et comment on les valorise. Donc là, il y a à la fois un enjeu sociétal, politique aussi, évidemment, qu'on peut assumer politiquement à tous les échelons, de manière un peu plus forte, aussi pour indiquer que oui, nos artistes, ils ont une raison d'exister importante et qu'il faut les mettre en avant. Et effectivement, c'est une question de diffusion et ça, c'est un vrai sujet sur lequel il faut qu'on travaille collectivement. Voilà, on précise pour nos auditeurs que la Cobrez était le diffuseur, ou en tout cas majeur, de la culture bretonne dans bien des domaines, allant effectivement de la musique à la littérature et bien d'autres. Je parlais de signal d'alarme tout à l'heure, parce qu'il y a aussi le signal d'alarme sur les structures associatives. On le voit aujourd'hui, structures associatives culturelles, même si la région Bretagne entend conserver un budget constant. Alors, on verra comment elle pourra arriver à le faire en fonction justement des contraintes budgétaires. Mais là aussi, est-ce qu'il faut être prudent? Est-ce qu'il faut finalement peut-être faire des économies, mais ne pas faire finalement ce qu'a fait la Loire-Atlantique, en tout cas la présidente de la Loire-Atlantique? En tout cas, pas sur la culture. Des Pays de la Loire, pardon. Pas sur la culture. La culture est toujours, et on le voit bien que ce soit au niveau régional ou national, toujours le parent pauvre finalement des budgets. Et c'est un souci parce que la culture, c'est ce qui reste quand il n'y a plus rien d'autre. Donc on est obsédé par les questions d'économie et on oublie que la culture, c'est un des plus grands vecteurs d'économie en France. Donc là aussi, il y a un vrai sujet de comment on repense notre accès à la culture et notre usage de la culture et notre fait d'intégrer la culture dans notre quotidien. Et c'est là où c'est majeur. C'est aussi finalement la cohésion sociale, la culture. Mais oui, c'est le dernier lien qui reste, c'est le faire ensemble. Et quoi de mieux que la culture pour ça, que ce soit une culture littéraire, audiovisuelle ou musicale. Donc effectivement, ça, c'est un vrai sujet pour nous. Pourquoi ça se voit peut-être un peu plus maintenant dans la culture bretonne? Parce que c'est une marge de la marge. Donc forcément, le focus, il est plus fragile pour nous. Et Rosanne Milline en parle très bien dans son dernier livre, notamment sur la honte et le châtiment, sur ce sentiment très ancien par rapport à la langue bretonne de on ne transmet plus. Or, c'est un vecteur important et donc reprendre la transmission, on ne pourra pas ne se baser que sur nos enfants pour le faire. C'est comme pour l'écologie, on ne peut pas tout mettre sur les générations futures. Il faut aussi que les générations actuelles en poste assument ces questions-là, écologiques et de langue vernaculaire aussi, parce qu'elles sont importantes et pas que pour la langue bretonne par ailleurs. Alors justement, la langue, là aussi, on entend beaucoup de signaux qui se mettent au rouge en disant il y a de moins en moins de locuteurs, alors que ce soit pour le breton d'ailleurs ou le gallo. Est-ce que là aussi, alors on sait que la région fait beaucoup d'efforts en la matière, mais est-ce que là aussi il faut penser autrement finalement la transmission de la langue? Alors oui, il faut la penser différemment. Il faut l'imaginer peut-être comme le Pays de Galles a pu le faire, c'est-à-dire en réfléchissant à l'envers, en disant notre objectif c'est ça, donc on va y arriver. Au lieu de dire la langue se meurt, ils se disent la langue continue à vivre. Et ce changement de paradigme, déjà là, il est important. Alors certes, c'est pas constitué pareil au Pays de Galles qu'en Bretagne, on est bien d'accord. Mais effectivement, on a en France un vrai problème de sacralité de la langue française, qui est donc dans la Constitution depuis 92, un traité de Maastricht. Donc rien à voir finalement avec la question des langues dites régionales. C'est vraiment par rapport à la question de l'anglais que ça s'est mis en place comme ça. Mais il faut décorréler en fait finalement ce récit républicain des langues régionales. C'est pas parce qu'on parle une langue régionale qu'on n'est pas républicain. C'est pas parce qu'on parle une langue régionale qu'on n'est pas française ou français. Ça n'a rien à voir. Ce sont des choses extrêmement différentes. Et le morcellement des langues n'est pas un morcellement de l'État, ni du pays, ni des cultures. Au contraire, c'est important la diversité culturelle, au-delà de la question des langues. Et donc, cette crispation qu'on peut sentir au niveau de l'État, le fait d'avoir un musée à Villers-Cotterêts n'est pas anodin non plus. C'est important de remettre ça au centre et de se dire, en fait, non, la langue française, oui, elle est importante. Tout le monde parle français, quasiment. Donc, il n'y a pas d'enjeu sur la langue française. Par contre, il y en a sur cette diversité culturelle qui fait un peu office de biodiversité finalement linguistique. C'est-à-dire que la biodiversité, c'est important pour tout le monde. La diversité linguistique doit l'être aussi. Voilà, ne pas opposer les langues, mais les faire vivre ensemble, finalement. Oui, tout à fait. C'est pas impossible de vivre ensemble. On en parlait tout à l'heure pour la culture. Là, c'est pareil. Pour les langues, on peut tout à fait les faire cohabiter, vivre et même être ambitieux par rapport à ces capacités-là de nos concitoyennes et concitoyens à parler d'autres langues, que ce soit la langue d'Alsace, que ce soit le basque, le corse, peu importe.
Au contraire, ça dit quelque chose de leur territoire, de leur culture, de leur identité aussi. Et les identités multiples, elles sont importantes pour tout le monde. Alors on va parler aussi de politique. C'est très important la politique. Je disais tout à l'heure, vous n'alliez pas échapper à ma question autour des municipales 2026. Ça arrive très vite. On a une forme de pré-campagne. Les états-majors des différentes formations politiques se préparent. Alors j'imagine qu'à l'UDB, vous êtes également dans cet état d'esprit. Le but, c'est aussi, là encore, de se rapprocher des habitants, des territoires. C'est d'avoir une présence de l'UDB dans des mairies, dans des conseils municipaux, peut-être des maires, madame ou monsieur le maire. C'est important de travailler en ce sens pour l'UDB. Oui, bien sûr. On a déjà 4 maires UDB présents. On est une soixantaine d'élus, parce que je suis aussi élue dans ma commune, donc on est une soixantaine d'élus sur la Bretagne. Bretagne à 5, je précise. Et donc c'est effectivement important parce que le projet autonomiste qu'on porte, c'est pas un projet nationaliste. Donc c'est important de pouvoir montrer comment on peut être un maire autonomiste dans une commune. Qu'est-ce que ça sous-entend? Comment on mène sa commune, son budget, sa politique? C'est extrêmement important pour nous de mettre ça en avant. On est capable de travailler sur plein de sujets. On a des propositions sur plein de sujets différents, au-delà de la culture et de la langue, bien sûr, sur des questions de mobilité, sur des questions de coopération, de maillage territorial, des questions d'écologie aussi. Donc effectivement, la voix des autonomistes, elle est importante pour ça, pour ce rapprochement avec la population, pour cette prise en compte du terrain, qu'on connaît très bien, puisque la plupart de nos militants sont présents dans beaucoup de manifestations, dans beaucoup d'actions, partout en Bretagne. Et ça, on y tient parce qu'on est un parti de terrain et on tient beaucoup à ça. On a des idées aussi, bien sûr, mais on est présent. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut aussi montrer pendant les municipales. Donc, pour certaines communes, c'est déjà lancé. Pour d'autres, c'est en cours. Pour d'autres, ça attendra peut-être la rentrée. Mais comme on fonctionne de manière, nous aussi, très décentralisée, c'est chaque section qui pourra choisir la manière dont ils vont pouvoir faire campagne. Et donc, c'est important pour nous que chacun soit respecté dans son choix politique. Dans un paysage politique très morcelé, mais aussi dans un paysage sociétal très morcelé, et la Bretagne n'y échappe pas, on voit la progression, par exemple, du Rassemblement national ou à l'opposé de LFI. Est-ce que c'est facile pour un parti comme l'UDB de percer, si vous me permettez le terme? C'est un parti qui existe depuis 60 ans, donc le fait qu'on perdure depuis 60 ans montre bien qu'il y a un intérêt et un enjeu pour nous aussi à exister encore. Donc ça veut dire que cette voix autonomiste, elle est entendue et qu'il faut continuer à la faire entendre. Est-ce que c'est compliqué? Oui et non, ça dépend où on est, ça dépend pourquoi. Ce qui est compliqué, c'est de lutter contre les idées d'extrême droite, qui sont des idées nauséabondes, qui, sous couvert de jolis vernis, finalement, sont quand même profondément raciste. Donc effectivement, c'est compliqué de devoir tout débunker tout le temps et d'être en pédagogie tout le temps. Ça, c'est complexe. Par contre, ce que nous, on peut faire, c'est proposer d'autres solutions plus concrètes, plus proches aussi du terrain et qui répondent aussi aux attentes des gens. Mais au-delà de répondre à leurs attentes, c'est aussi de leur proposer un autre modèle. Donc c'est ça, nous, qu'on essaye de faire, c'est proposer autre chose, une alternative finalement à ces discours qui existent depuis trop longtemps, d'un bord ou de l'autre, par ailleurs. Et donc, pour nous, ça, c'est important de proposer ces alternatives-là et qu'on puisse être entendu. Donc, oui, on y travaille localement aussi pour que, justement, on puisse avoir un écho, finalement, auprès de la population. Le mot autonomisme ne fait plus peur aujourd'hui? Alors, je ne sais pas s'il fait peur ou pas. Souvent, il est associé à d'autres mots beaucoup moins précis. Et donc, c'est parfois un peu compliqué de devoir tout débunker tout le temps. Mais plus on va l'assumer, plus aussi il va rentrer dans les mœurs, on va dire. Donc, c'est aussi un de nos enjeux. Être autonomiste, ça ne veut pas dire être indépendantiste. Ça veut juste dire on rapproche le pouvoir des citoyens, on redonne la parole aux citoyens. On travaille beaucoup plus en collectif. Et donc, c'est ça que nous, on veut mettre en avant, finalement. Donc ça, pour nous, oui, c'est important que ce mot-là ne soit plus un tabou. Voilà, et on l'a prononcé ce matin, Tiffaine Siret, ce mot de Bretagne autonome finalement, très décentralisé. On parle aussi de fédéralisme un petit peu? Tout à fait, on parle de fédéralisme puisque l'idée, c'est pas d'être une région sans État, mais bien dans un État dit fédéral et dans une Europe des États dits fédérales. Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Tiffaine Siret, porte-parole de l'UDB, l'Union démocratique bretonne, était avec nous ce matin pour évoquer la Bretagne. Il y a tant de choses à dire. Évidemment, vous reviendrez au micro de Bretagne 5 matin. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Très belle journée. Merci beaucoup. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.